gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est l'idée de la République. Et pourtant, nous sommes dans un système politique, pourtant démocratique, qui arrive à cette solution finale, si j'ose dire, que 5 personnes ont le patrimoine de 27 millions d'entre nous. 5 personnes ont la même quantité d'argent que 27 millions d'entre nous. Et je me dis, mais comment est-ce possible dans un système démocratique, puisqu'on est 67 millions, puisqu'on est 50 millions à être en âge et en droit de voter? Comment ça se fait que nous, la majorité, les 27 millions, puis les autres, comment ça se fait qu'on laisse les 5 au pouvoir? Comment ça se fait qu'on a, par exemple ici, dans cette circonscription, la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, comment se fait-il qu'on a laissé prospérer une boutique familiale entièrement tournée vers le service d'intérêt personnel, qui a transformé les habitants non pas en citoyens, mais en marchands de tapis? Comment on a pu en arriver là, les amis? Je me dis, en vous regardant, ça a été dit, vous êtes beau, vous êtes belle. Oui. Parce que les femmes, ici, sont là. Elles sont là. Je peux témoigner de ces mois maintenant de campagne qui arrivent à la conclusion de la première étape, qui est celle de passer au second tour. Je peux dire que probablement la chose qui m'a le plus touchée, au-delà bien sûr de la rencontre avec des militants et des militantes chevronnées qui portent en eux une histoire longue de combat, c'est au quotidien la rencontre avec les femmes. Vous êtes venus vers moi souvent, sur les marchés, dans les écoles, partout où on était, dans la rue, tout simplement, dans la rue, quand j'étais dans les rues du Bourget, dans les rues de Drancy, dans les rues de Bobigny, et vous êtes souvent venus me toucher, parce qu'on est tactile, on est comme ça, m'embrasser. Hein, le Covid ne passe pas chez nous, hein. Nous c'est tripotage maximal, bisous et compagnie. Et cette chaleur, cette affection, c'est souvent accompagné de paroles d'encouragement, parce que souvent les femmes, vous me voyez à la télévision et vous êtes derrière votre écran, je le sais, hein. Quand je suis dans le poste, là, je le sais que vous êtes derrière. Je le sais, c'est pour vous que je le fais. Quand ils me mettent là, un petit, et que je suis obligée de ferrailler contre tous les coups qui viennent de partout et que je fais comme ça, tchac, 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 pour essayer de riposter, je le fais parce que je sais que vous êtes à la maison et que vous êtes en train de dire merci Raquel. Et cette opiniâtreté, je sais que nous la partageons. Nous sommes les mêmes. Nous sommes pareils. Et c'est pour ça que je suis certaine que nous allons gagner cette élection. Il y a un rétablissement de pouvoir à opérer. Prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir. Ça n'est possible, les amis, que si nous sommes toutes et tous engagés. Pas seulement les militants et les militantes qui s'engagent depuis longtemps, et je les salue, ce sont le sel de la terre. Et je veux saluer en particulier 2 combats qui ont été menés victorieusement ces dernières années, en tout cas là en 2020 aux élections municipales, contre 2 mamelles du système de l'UDI en Seine-Saint-Denis, qui ont été les combats qui ont été menés par les élus au Bourget et à Bobigny, contre Capo Canelas au Bourget et contre De Paoli, nom qu'il faut oublier, jeter aux oubliettes. Vous avez su reconquérir par la démocratie, par l'engagement, vous avez su remettre de la dignité en politique. Et quand
dont nombre d'entre vous m'ont sollicité pour venir mener ce combat face au système Lagarde, j'ai accepté parce que je savais que vous aviez mené ces batailles-là avant moi et que vous saviez comment le faire. Abdel Sadi, les camarades Denis Desrumeaux, Abdel Fadili, Anil, Louis, vous êtes là, ce soir les élus du Bourget, les élus de Bobigny, les élus de Granville. C'est très important cette solidarité qu'il y a eu entre les trois villes, parce que une des choses qui m'a été aussi rapportée, qui était une vraie frustration et une souffrance, c'est que dans le système Lagarde, il y avait une vassalisation du Bourget et de Bobigny. En fait, c'est comme si ces deux communes n'existaient pas. D'ailleurs, quand il dit que... Il me reproche tout le temps, et c'est son seul argument, quasiment, il dit tu n'es pas de la circonscription, tu n'es pas de Drancy. Donc tu ne peux pas être député de Drancy, tu n'es pas de Drancy. Je dis, mais toi, tu es du Bourget? Et toi, tu es de Bobigny? Bah non. Alors, est-ce que tu peux être député du Bourget et de Bobigny? Ah oui, pardon, j'avais pas réfléchi comme ça. Évidemment, c'est bête. Mais ça prouve qu'il n'a vécu ces deux communes-là que comme des annexes. Ça fait partie du rassemblement qu'on est en train d'opérer et qui est visible ce soir. Et je suis très fière, On a beaucoup parlé du rassemblement politique, du spectre large de ce que nous avons gagné et conquis et construit avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. D'ailleurs, et ça a été dit, c'est un rassemblement que nous avions commencé à construire avant la présidentielle. Hein, quand on s'est rencontrés, Amadou, Abdel, José, les autres, on s'est rencontrés, Karine, on s'est rencontrés avant. Parce que moi, j'avais la ferme intention de venir à un combat que j'étais prête à mener. Parce que je le savais difficile, mais je voulais le mener à condition que quand je me retourne, parce que les coups allaient être rudes, il y allait avoir la team. Et bien la team, elle est là, et elle est magnifique. Beaucoup de choses ont été dites sur la nullité du député Lagarde. Et je voudrais rappeler quelques faits, parce que quand même c'est étonnant, même moi j'ai été étonnée. Quand j'ai commencé cette campagne, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller regarder son bilan en termes de vote à l'Assemblée nationale. Et cet exercice, visiblement, pour une raison que j'ignore, n'avait pas vraiment été réalisé. De sorte que quand on s'est aperçu que sur toute la mandature 2017-2022, sur toutes les lois Macron, il y a 73% des lois Macron où Jean-Christophe Lagarde était absent pour le vote. Absent. C'est-à-dire, c'est pas qu'il a voté pour ou qu'il a voté contre et qu'on va compter, juste il n'était pas là. Et en fait, c'est ça le système Lagarde. C'est quelque chose où finalement, on refuse de rendre des comptes aux citoyens parce qu'on refuse de reconnaître aux citoyens son caractère de souverain. Je le dis tout le temps, la souveraineté est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. En République, le souverain, c'est le peuple. Il n'y a rien au-dessus du peuple. Les élus et singulièrement les représentants à l'Assemblée nationale sont au service du peuple. Je l'ai dit en entame, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ça notre objectif politique. Et quiconque sort de ces rails ne mérite pas le titre de député, ne mérite aucun titre électif, ne mérite qu'à faire ce qu'il aime faire, au final, c'est des affaires. Ouais. Il a été absent, ça a été dit, lorsqu'il y a eu 2 motions de censure contre le gouvernement après le mouvement des retraites. Et vous auriez pu dire, ah mais c'est normal, il ne va pas voter une motion de censure présentée par la gauche. Mais il n'a pas non plus voté la motion de censure présentée par les Républicains. Il s'est abstenu. Ou il n'était pas là. C'est même pire que ça. Parce que des fois, vous regardez en ligne, c'est absent ou abstention. C'est ça, ces 2 votes favoris. Je ne suis pas là ou je m'abstiens. Donc par exemple, le glyphosate, absent. Parcoursup, absent. Là, j'ai noté passe sanitaire. Là, il va la voter pour. Là, il est venu. Alors, pour lui, c'est exceptionnel. Hein. Je pense qu'il a pris sa petite voiture. Il a dit, ouh, je vais aller à Paris. Et puis, parce qu'il y a le passe sanitaire, il a voté pour ça. Des choses qui nous a pourri la vie. Qui nous a pourri
papier qui, pour certains, a fait perdre notre travail. Il est allé et il a voté pour ça. Il a voté pour le budget Macron, le budget 2021. Toutes les choses très précises qui ont été dites par les oratrices et les orateurs avant moi, sur l'école, sur l'hôpital, sur le manque des moyens, sur la justice, sur la police, tout ça, il est allé, il a dit « Amen » au budget d'Emmanuel Macron. Voilà qui c'est Jean-Christophe Lagarde. C'est l'homme qui va voter pour le budget Macron. Il a voté, j'ai noté, les ordonnances flex-sécurité. Il a voté pour la réforme, la mise en concurrence de la SNCF. Il a voté pour ça. Bref, il est aujourd'hui dans une espèce de panique. Je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'Alexis a dit qu'on était en train de... Vous étiez en train de rendre Macron malade. Mais il n'y a pas que Macron que vous êtes en train de rendre malade. Parce que d'après mes antennes, qui sont très nombreuses, Monsieur Lagarde aussi a l'air d'être un peu au bord de la collapse. Oui, il tremble. Lagarde se rend. Vous avez la règle? Quand Jean-Christophe Lagarde, par exemple, ose dire dans son matériel électoral, parce que là, je vais revenir dessus, mais il ose dire dans son matériel électoral qu'il est pour le maintien de la retraite à 62 ans. Mais quel menteur! Mais quel menteur! Jamais il a défendu ça à l'Assemblée nationale. Jamais! Donc, quand nous serons majoritaires à l'Assemblée nationale, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, parce que je ne sais pas si vous avez vu les études d'opinion, les sondages qui circulent, tous les sondages, sans exception, mettent la nouvelle Union populaire première force du pays. Nous sommes premiers. Aujourd'hui, les sondages oscillent 28%, 29%, 30%, 31%. Ok, ça varie dans le pourcentage, mais ça ne varie pas dans l'ordre. La nouvelle Union est number one. Et je rappelle qu'en 2017, avec 32% des voix, Emmanuel Macron avait eu 350 députés. 350 députés avec 32%. Et nous, on a des sondages là qui nous mettent à 31%. Mais par un effet de magie, vous allumez la télé et on vous dit c'est pas possible. Ah, c'est pas possible, la NUP, vous ne pouvez pas avoir la majorité. Mais réfléchissez, si c'était possible avec Macron, pourquoi c'est pas possible avec nous? Parce qu'ils veulent pas. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils veulent nous décourager. Pour nous, pourtant, un Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, un gouvernement de la nouvelle Union populaire, ça change tout. Ça change tout pour nous. Ça a été dit, pour nous qui sommes des mères de famille, qui avons des enfants, qui avons des ados. Ben, figurez-vous que si nos enfants, pour faire des études, obtiennent une allocation de 1 063 € par mois chacun, ça change nos vies. Si on construit des lycées professionnels, des lycées techniques, des lycées maritimes, des lycées agricoles, pour organiser la formation de 300 000 jeunes qui vont venir se former pour s'assurer qu'il y ait une alimentation, une agriculture vivrière dans le pays, et qu'en plus, à partir de 16 ans, tous ces jeunes de l'enseignement professionnel et technique recevront 1 063 € par mois, ça change nos vies. Aujourd'hui, pour avoir le droit à la retraite, il faut payer, cotiser 43 annuités et demie. C'est ça aujourd'hui. 42. 25% des ouvriers meurent avant 62 ans. Je le dis tout le temps, et je le sais parce qu'on en a beaucoup parlé pendant cette campagne. Nous sommes fatigués. Nous, les femmes, notamment, sommes fatiguées. Sommes fatiguées de travailler. Un quart des femmes de ce pays travaillent dans les métiers du soin. Qui s'occupe des malades? Elles sont venues témoigner. Qui s'occupe des enfants? Qui s'occupe des personnes âgées? Qui s'occupe du ménage? À Paris et dans les quartiers chics de l'Ouest parisien. C'est nous. C'est nous. Et alors ces gens viennent et osent nous dire « Ah, mais tu vas travailler 1, 2, 3 ans de plus. » Mais on sera mort avant. Et ils le savent. Ils le savent qu'on décède avant de fatigue. Que nos dos sont fatigués, que nos bras sont fatigués, que nos reins sont fatigués. Et qu'on a le droit aussi, nous,
un petit morceau de bonheur à la fin de la vie. Ce bonheur, tout simplement, de faire rien. Pas rien faire, hein. Fabriquer du rien. Parce qu'il faut se concentrer pour fabriquer du rien. Hein, se mettre au pied d'un arbre, regarder les nuages passer, rigoler parce qu'un de nos petits-enfants ou de nos enfants a dit une bêtise. Ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et eux ne veulent pas que nous en profitions. Eux veulent qu'on meure à la tâche. Eux veulent qu'on meure à leur service. Et nous, on leur dit stop. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit les 5 qui accaparent les richesses de notre travail. Ça suffit. Mais quelle est la limite? Quelle est la limite, les amis, à ce système dégueulasse qui veut nous transformer en esclaves? Eh bien, la seule limite, c'est le fait que nous sommes le souverain, que le peuple souverain, c'est nous, et que donc, le 12 juin et le 19 juin, en mettant dans l'urne le bulletin de la nouvelle Union populaire, eh bien, c'est comme ça qu'on leur montre. C'est comme ça qu'on leur montre c'est qui le patron. Parce que j'ai découvert quelque chose hier soir qui m'a profondément choquée. Vous avez été nombreuses et nombreux ces jours-ci à recevoir une lettre personnalisée, timbrée, de la part de Lagarde. Alors, déjà que ça coûte un paquet d'oseille de faire ça, bon, je vais m'occuper de ça, des histoires de comptes de campagne plus tard. Il a envoyé d'abord une lettre aux personnes âgées, ciblées. Ensuite, il a envoyé une lettre ciblée aux primo-votants, les jeunes, de 18 ans, là, de 19 ans, dans laquelle il raconte par ailleurs que de flûte à bec. Pour les jeunes, il dit qu'il fait des choses alors qu'il a voté exactement le contraire à l'Assemblée nationale. Mais alors, hier soir, j'ai été alertée du fait qu'il avait adressé de façon personnalisée une lettre aux habitantes et aux habitants de la circonscription dont le patronyme ou le lieu de naissance est relatif au Sri Lanka. Et cette lettre, en français et en tamoul, a été adressée sur la base du fichier électoral qui a été trié pour fabriquer ce fichier, qui est un fichier, au fond, un fichier ethnique. Illégal! Alors, c'est illégal. Oui, c'est illégal. Alors, ce qui n'est pas illégal, c'est d'utiliser ce fichier. Parce que le fichier électoral, c'est nous tous, donc les candidates et les candidats, on a le droit. On a le droit même de cibler et de dire aux personnes âgées, voilà, on peut le faire. Mais il y a des limites. Il y a la limite de l'atteinte à nos droits, nous, les immigrés, de ne pas être réduits à notre pays de naissance et de ne pas nous exposer à des risques de xénophobie et de racisme. À l'âge de 14 ans, je suis immigrée. Je suis immigrée. J'ai dû quitter mon pays avec mes parents. D'ailleurs, je salue, ce soir, il y a la présence de ma mère. Ma mère, Maria Eugenia Montesinos, était enceinte de moi quand elle était en prison. Elle avait 20 ans. Et avec mon père, ils ont dû fuir le Chili. Et puis on est passé d'abord par le Canada, et ensuite on est arrivé en France, en 1988. Et moi, j'ai commencé tout de suite à militer. Tout de suite. En 1990, déjà, j'ai dirigé le mouvement lycéen de mon lycée. À l'époque, c'était contre Lionel Jospin. Et je militais tout le temps, etc. Et je diffusais des tracts sur les marchés et je n'avais pas le droit de voter. Je n'avais pas le droit de voter, je n'étais pas française. Mais je militais quand même. Et puis j'envoyais mes dossiers à la préfecture pour obtenir la nationalité. Et on me le renvoyait tout le temps, il n'était même pas ouvert. On me disait, il manque un document, je sais pas, le certificat de scolarité du deuxième trimestre de la seconde. Il manque le relevé de compte du mois de mars de 1992, quelque chose. C'était même pas ouvert. Ça a duré pendant des années, des années. Et j'ai jamais réussi à devenir française par la voie normale de la naturalisation. Puis finalement, je suis devenue française par mariage. Alors, je ne regrette pas du tout ce mariage.
mariage blanc. C'est fait un mariage rouge. Et tout ça pour vous dire qu'il a fallu que j'attende 25 ans. 25 ans pour devenir française. Je suis très attachée à ma nationalité française, bien sûr, comme toutes les personnes qui figurent sur ce fichier électoral. Et je peux vous dire que si, un jour, un candidat m'écrit une lettre personnalisée en me disant « Vous êtes né au Chili, vous êtes intéressé par la cause chilienne, voilà, bon, eh ben, j'aurais honte. J'aurais honte. Parce que moi, je suis attachée à l'Amérique latine. Je suis attachée à ma culture et à la culture de mes parents, mes grands-parents. Je parle espagnol à mes enfants pour transmettre cette histoire. Mais je refuse que les gens qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale nous compartimentent en morceaux et nous ramènent en permanence à un lieu qui n'est pas notre lieu d'existence aujourd'hui, qui n'est pas le lieu de notre pouvoir. Le lieu de notre pouvoir, c'est la France. Nous sommes français. Et c'est pour ça qu'il est interdit, monsieur Jean-Christophe Lagarde, de faire le tri dans le fichier électoral en fonction du lieu de naissance et voire pire, en fonction de la consonance des noms de famille. Parce qu'il y a dans cette circonscription des personnes dont le nom de famille sonne sri-lankais et qui sont pourtant nées en France, qui ont reçu aussi ce courrier. Donc on fait un tri en fonction des noms de famille. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? C'est pas ce que faisait Ménard à Béziers avec les enfants, qui essayaient de trouver le nom des enfants musulmans dans les écoles primaires de Béziers? Sous couvert d'intérêt ou d'attention pour tel ou tel intérêt de type culturel, en réalité c'est du racisme. En réalité c'est de la xénophobie. Et donc je l'ai signalé au préfet. Je l'ai signalé. Et j'espère bien que le préfet va le signaler au procureur de la République. Je l'ai dit, maintenant c'est plus comme avant. L'espèce de règle sans limite, sans règle, système sans règle que vous voulez mettre en place jusqu'à présent, Lagarde, vient de toucher ses limites.